Dans ce cours sur les aspects échocardiographiques des endocardites infectieuses, nous évoquerons tout d'abord quelques généralités avant d'aborder le diagnostic positif sur valves natives et sur prothèse. Puis nous verrons la place et l'intérêt de l'échocardiographie transœsophagienne, les diagnostics différentiels, pour terminer par l'évolution et la surveillance des endocardites. L'endocardite infectieuse est définie par la greffe d'un agent infectieux sur un endocarde valvulaire ou pariétal antérieurement lésé ou plus rarement sain. Sur un plan épidémiologique, l'endocardite est fréquente, de l'ordre de 1000 cas par an en France, avec une mortalité élevée de l'ordre de 16%. L'incidence annuelle est de 30 cas par million d'habitants. Les endocardites aiguës sont en augmentation, atteignant 30% des endocardites infectieuses. Les étiologies des endocardites infectieuses sont principalement bactériennes, avec une nette prédominance des streptocoques D, devant les streptocoques alpha-hémolytiques, les staphylocoques ou encore les bacilles gram-négatifs. Le candida albicans est parfois mis en cause, retrouvé sur culture en milieu de saboureau. L'endocardite infectieuse se greffe préférentiellement et classiquement sur une lésion cardiaque préexistante. Le risque est majeur pour les cardiopathies du cœur gauche, notamment avec les valvulopathies aortiques ou mitrales, les prothèses valvulaires ou encore le canal artériel. Mais il faudra se méfier des lésions cardiaques moins bruyantes, comme une bicuspidie ou un prolapsus de la valve mitrale. Voici quelques exemples de pièces anatomopathologiques, avec tout d'abord une importante végétation mitrale. Ici, un lambeau mitral. Là, une perforation aortique sur bicuspidie. Enfin, une déchirure de valve aortique. Sur un plan physiopathologique, on décrit habituellement 4 stades dans la constitution de l'atteinte endocardique. Le premier stade est celui d'une lésion de G. Cette réaction siège quasi exclusivement sur la face valvulaire exposée aux plus basses pressions. Ainsi, il s'agira de la face auriculaire des valves auriculo-ventriculaires ou de la face ventriculaire des valves ventriculo-artérielles. Puis, au niveau de la lésion de G, se forme un thrombus fibrinoplaquettaire qui est colonisé secondairement à la faveur des bactériémies. Enfin, le dernier stade est celui des localisations secondaires, à distance de la lésion primaire. Ces lésions satellites apparaissent au niveau des points d'impact des G. Ce schéma illustre l'éthiopathogénie de la localisation infectieuse satellite mitrale d'une endocardite aortique. Classiquement, les endocardites du cœur gauche sont les plus fréquentes, avec un site préférentiel au niveau aortique. Pour poser le diagnostic positif d'endocardite infectieuse, il faut s'appuyer sur les critères de Durac, associant soit 2 critères majeurs, soit un critère majeur et 3 mineurs, ou encore 5 critères mineurs. Les critères majeurs sont définis par 2 hémocultures positives, la présence de signes échocardiographiques typiques comme une végétation, une fuite valvulaire ou paravalvulaire d'apparition récente ou un abcès. Les critères mineurs sont représentés par une prédisposition valvulaire, une fièvre supérieure à 38 degrés, des phénomènes vasculaires, des phénomènes immunologiques, des aspects échocardiographiques compatibles mais non typiques, des critères microbiologiques. L'échocardiographie transthoracique est bien entendu l'examen de base, parfois suffisant pour le diagnostic, mais dans ce contexte, il ne faut pas hésiter à recourir à l'échocardiographie transœsophagienne, plus performante dans le diagnostic de lésions de petite taille et de complications. Les végétations apparaissent en échographie transthoracique comme un épaississement localisé de la valve ou par une masse adhérente, sessile ou pédiculée, n'entravant pas le jeu valvulaire. 2 critères échographiques sont caractéristiques des lésions typiques. L'hyperéchogénicité avec une brillance particulièrement marquée et la mobilité avec en TM un aspect chevelu, finement vibratile. La taille des végétations est variable, de 3 mm, limite de la visibilité échocardiographique en transthoracique, à 3 cm de longueur. Ces dernières sont rarement obstructives. Voici un autre exemple de végétation mitrale sur une coupe apicale 4 cavités. Ici, une végétation aortique en mode bidimensionnel et en mode TM.
Enfin, toujours en échographie transthoracique, une végétation aortique de taille inférieure, avec en TM l'aspect finement chevelu et vibratile du tracé. La sensibilité de l'échocardiographie dans le dépistage des végétations endocarditiques a été étudiée sur un collectif de 666 patients par O'Brien et Gézère. Il en résulte que le TM est beaucoup moins sensible que le mode bidimensionnel, 52% contre 79%. L'échographie transœsophagienne s'est avérée d'une plus grande sensibilité dans le diagnostic des endocardites, sensibilité qui atteint les 100% pour une spécificité de 98%. L'échographie transœsophagienne semble particulièrement utile dans les endocardites à hémoculture négative. Voici en échographie transœsophagienne une petite végétation mitrale, avec l'aspect typique vibratile du tracé TM. Ici, deux exemples de végétation mitrale, de taille plus importante et adhérente à un des feuillets mitraux. Là, un autre exemple de végétation mitrale polylobée, mobile, prolabant dans l'oreillette gauche. Plusieurs travaux récents ont insisté sur le caractère emboligène des végétations de grande taille, de plus de 10 à 15 mm de longueur. Pour certains auteurs, une volumineuse végétation mitrale mobile peut orienter vers une chirurgie précoce, d'autant plus qu'il y a eu un premier épisode embolique ou qu'il s'agit d'une endocardite à hémophilus para-influenzé. Voici en échographie transœsophagienne un exemple de végétation aortique. Ici, une végétation aortique qui prolabe dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Là, nous avons sur cette coupe petit axe deux végétations aortiques sur deux sigmoïdes aortiques. Il faudra en outre toujours se méfier de fausses images échographiques évoquant des végétations. Dans ces faux positifs, on retrouve la valve remaniée séquelaire du rhumatisme articulaire aigu, dont la fibrose peut électivement toucher une partie de la valve. Dans ce cas, l'aspect chevelu finement vibratile est absent. La valve calcifiée en post-rhumatisme articulaire aigu peut être prise à tort pour une végétation. Les calcifications sont à l'origine d'échos très denses et parfois d'une gêne à l'ouverture valvulaire. La dégénérescence myxoïde du prolapsus mitral réalise un épaississement du corps valvulaire sans image végétante. Habituellement, cette modification touche l'ensemble de la valve et s'associe aux autres signes de prolapsus. Autre diagnostic différentiel, une tumeur valvulaire de type fibroélastome papillaire, ou plus rarement myxome valvulaire, ou encore de simples strandes correspondant à des filaments de fibrine. Parmi les lésions destructrices, nous envisageons dans un premier temps les ruptures et déchirures de valves. Elles représentent une véritable complication car elles sont associées à de hautes morbidités et mortalité. Il est à noter la fréquence des endocardites ulcéromutilantes de l'orifice aortique en milieu de réanimation polyvalente. Le recours à la chirurgie précoce est dans ces cas fréquemment nécessaire pour des raisons hémodynamiques. Les ruptures et déchirures valvulaires sont responsables de mouvements chaotiques des valves, bien visibles en échocardiographie. Au niveau de la valve aortique, la déchirure d'un lambeau ou le capotage d'une sigmoïde sont responsables d'un écho prolabant dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Ces échos prolabants sont typiques des lésions destructrices lorsqu'ils sont animés de vibrations de basse fréquence. Mais l'expérience montre que la distinction entre végétation pédiculée mobile et capotage valvulaire est parfois difficile en transthoracique. L'échographie transœsophagienne et le Doppler couleur s'avèrent alors très utiles pour le diagnostic d'insuffisance aortique par capotage d'une sigmoïde. Au niveau de la valve mitrale, les ruptures de cordage peuvent être responsables d'un capotage de l'extrémité libre d'un feuillet mitral dans l'oreillette gauche en systole. En TM, la rupture de la grande valve mitrale se traduit au niveau du tracé diastolique de la valve par des vibrations chaotiques de basse fréquence et de façon inconstante au niveau du tracé systolique par un fluttering fin avec prolapsus. La rupture de cordage au niveau de la petite valve réalise un aspect de mouvement paradoxal en diastole, accompagné d'un fluttering chaotique. Dans tous les cas, l'apport du Doppler cardiaque dans ces différentes modalités est fondamental. Il s'agit de la technique non invasive la plus sensible dans le dépistage des fuites valvulaires.
Elle permet en outre une quantification sur les critères classiques. Autre lésion destructrice, l'anévrisme mycotique peut se développer au niveau d'une valve cardiaque. En échocardiographie, l'aspect est celui d'une déformation permanente en chou-fleur d'une partie de la valve. Cet anévrisme peut être perforé et mettre en communication ventricule et oreillette gauche. Il peut être lié à une infection focale de la valve ou correspondre à une localisation secondaire au point d'impact d'un jet de régurgitation aortique, comme sur cet exemple. Les abcès annulaires ou myocardiques sont aujourd'hui mieux reconnus par l'échocardiographie, bien que leur diagnostic ne soit pas toujours facile. Selon les études anatomopathologiques, les abcès périvalvulaires sont retrouvés dans près de 30% des endocardites infectieuses et dans plus de 50% des endocardites infectieuses aiguës. Ils touchent électivement la racine aortique, avec le plus souvent une atteinte postérieure du manchon aortique pouvant s'étendre au trigone fibreux aortomitral, et plus rarement une localisation antérieure et le risque d'extension au septum interventriculaire membraneux. Rappelons le risque de bloc auriculo-ventriculaire associé à l'abcès aortique antérieur. À l'échocardiographie, il faut savoir suspecter un abcès périvalvulaire sur un épaississement anormal d'une paroi. Les abcès se présentent soit sous la forme d'un épaississement dense, soit sous une forme kystique, mais ils peuvent être également fistulisés dans l'aorte ou dans le ventricule gauche. Selon Ellis, une zone écho-dense de plus de 1 cm au niveau de la paroi aortique est fortement prédictive d'abcès, de même qu'un écho dense de plus de 1,4 cm au niveau du septum. Un épaississement pariétal d'aspect kystique est fortement évocateur d'un abcès. Voici en écho transthoracique un exemple typique d'un abcès kystique du manchon aortique. Ici, un autre abcès kystique sur rétrécissement aortique. Lorsqu'il est fistulisé, l'abcès apparaît comme une poche vide d'écho ou hétérogène du fait de la présence de matériel nécrotique. La fistulisation pouvant se faire dans l'aorte, donnant un aspect de faux anévrisme, ou dans le ventricule gauche au niveau du trigone aortomitral, donnant naissance à une néocavité branchée sur le ventricule gauche. Plus rarement, il s'agira d'une fistulisation au niveau de l'oreillette droite. Ce schéma d'abcès fistulisé au ventricule gauche montre aux deux temps du cycle cardiaque le remplissage et la vidange du faux anévrisme. Ici, en échographie transœsophagienne, nous retrouvons une néocavité localisée à la croix du cœur et qui, sur les images en Doppler couleur, se gonfle en systole. L'échographie transthoracique possède dans la détection des abcès une sensibilité de 67% pour une spécificité de 88%. Pour comparaison, la sensibilité globale de l'échographie transœsophagienne est de 82% et sa spécificité de 95%. En matière de pronostic, la présence d'un abcès périvalvulaire représente toujours un indice de gravité du fait du risque de fistulisation et de communication anormale. Ils conduisent ainsi fréquemment à une chirurgie précoce. Cependant, la stabilisation avec détertion de l'abcès sous traitement médical a été décrite. Pour terminer sur les abcès, un dernier exemple en échographie transœsophagienne, avec de multiples logettes au niveau du manchon aortique. Concernant les formes topographiques, les endocardites du cœur gauche sont classiquement les plus fréquentes. Il faut souligner la gravité des endocardites aigus de l'orifice aortique. Des atteintes pluriorificielles ont été décrites et semblent représenter un facteur de gravité supplémentaire. L'endocardite tricuspidienne, de plus en plus fréquente, à germe virulent, survient sur un terrain particulier, toxicomane ou réanimé. La stérilisation des lésions est souvent longue. L'endocardite pulmonaire est plus rare, mais touche sensiblement les mêmes sujets à risque, toxicomanes, réanimés et patients porteurs de cardiopathie congénitale. D'autre part, il faut connaître l'association des endocardites et des cardiopathies congénitales, peu fréquentes, qui touchent les cardiopathies opérées ou non, et dont de nombreuses localisations ont été décrites. En particulier, ici,
une endocardite sur communication interventriculaire. Enfin, il faudra se méfier de l'endocardite sur sonde de stimulateur cardiaque. En effet, la visualisation des végétations sur sonde peut être difficile en raison des échos de réverbération sur les sondes ou de la présence de filaments de fibrine. Sur un plan thérapeutique, certains auteurs proposent une extraction percutanée du matériel infecté si la taille des végétations est inférieure à 15 mm. En matière d'endocardite sur prothèse, qu'elle soit précoce ou secondaire, le diagnostic positif est souvent difficile car les végétations sont mal visibles, en particulier sur les prothèses mécaniques. Les prothèses mécaniques sont en effet constituées de matériaux très échogènes, source d'échos de réverbération et d'artefacts. Actuellement, l'échographie transœsophagienne a une place de choix dans le dépistage de ces végétations, dont le diagnostic peut être difficile, mais aussi des abcès périprothétiques, fréquents et précoces, et enfin les fistules. La fistulisation peut être responsable de désinsertion de la prothèse avec mouvement de bascule. Les végétations sur prothèse biologique sont plus facilement décelables. Le problème dans ce cas est de différencier les lésions de la dégénérescence tissulaire, dégénérescence qui s'accompagne d'un épaississement de la valve avec petite fuite. Dans tous les cas de prothèse mécanique ou biologique, le Doppler cardiaque dans ses différentes modalités occupe une place de choix dans le dépistage de flux anormaux, prothétiques ou paraprothétiques. Cependant, il faut toujours avoir à l'esprit la présence d'une zone anéchogène en arrière de la prothèse, en particulier mécanique, où les flux ne peuvent être détectés. Le recours à l'échographie transœsophagienne permet un abord postérieur de la prothèse. Nous résumons ici les différents champs d'application de l'échographie transœsophagienne dans l'endocardite infectieuse. L'échographie transœsophagienne, en ce qui concerne le diagnostic positif, présente une sensibilité de 100% et une spécificité de 98% et s'avère très précieuse dans la mise en évidence des petites végétations de diamètre inférieur à 5 mm. Il ne faut pas hésiter, devant un tableau clinique évocateur d'endocardite avec hémoculture négative, à confirmer le diagnostic par l'échographie transœsophagienne si l'examen transthoracique est négatif. Le diagnostic des complications peut s'appuyer également sur l'échographie transœsophagienne grâce à sa qualité d'image, et notamment pour les ruptures de valve en cas de doute avec une végétation pédiculée, mais aussi pour les abcès et les anévrismes mycotiques. Concernant les endocardites sur prothèse, nous avons vu l'intérêt tout particulier de l'abord postérieur de la prothèse, obtenu en échographie transœsophagienne, dans la recherche de fluides prothétiques ou paraprothétiques. Enfin, la surveillance par échographie transœsophagienne n'est pas systématique. Elle devient nécessaire principalement dans les endocardites sur prothèse ainsi que dans les formes graves. L'atteinte de l'endocarde valvulaire ou pariétale ne se résume pas à la seule greffe d'un agent infectieux. Il existe de nombreuses pathologies autres responsables de telles lésions. Nous retiendrons plus particulièrement dans ces diagnostics différentiels l'endocardite rhumatismale, de nos jours exceptionnelle sous nos climats, qui se traduit classiquement par un épaississement de l'appareil valvulaire et une fusion commissurale. Elle fait le lit de l'endocardite bactérienne. L'endocardite lupique de Lippmann-Sachs, qui s'intègre dans un tableau de péricardite, voire de myocardite, se traduit par des lésions verruqueuses affectant souvent la face ventriculaire des feuillets mitraux, dont l'ouverture est diminuée. L'endocardite thrombosante abactérienne, dite marastique, a été décrite chez des patients atteints de cachexie ou de cancer évolué. Enfin, pour mémoire, nous citons l'endocardite des anticorps antiphospholipides, l'endocardite de l'ergotisme et l'endocardite du syndrome carcinoïde. La surveillance du retentissement hémodynamique des lésions valvulaires est fondamentale pour guider la thérapeutique et orienter s'il le faut vers la chirurgie. Les deux techniques ultrasonores, écho et Doppler, sont précieuses et complémentaires. En échographie, on apprécie d'une part la surcharge volumétrique des cavités cardiaques et d'autre part la modification de la chronologie des jeux valvulaires. Ainsi, en cas de lésion aortique, la mise en évidence d'une fermeture prématurée de la valve mitrale, avec disparition de l'onde A en rythme sinusal et a fortiori d'une ouverture prématurée de la valve aortique, implique une élévation massive de la pression télédiastolique du ventricule gauche
et une prise en charge agressive. Parallèlement, le Doppler cardiaque permet l'appréciation semi-quantitative des insuffisances valvulaires, fuite mitrale ou aortique grave, et la mesure de la vélocité de l'insuffisance tricuspide apprécie le niveau des pressions pulmonaires. Dans la prise en charge de l'endocardite infectieuse et de sa surveillance, l'échocardiographie cardiaque est indispensable et nécessite avant tout un examen de référence. La surveillance immédiate par échodoppler cardiaque transthoracique comporte un examen au moins tous les 8 jours, mais cette fréquence des contrôles échocardiographiques peut être augmentée selon le contexte. Endocardite aortique, endocardite sur prothèse, germes virulents, dont les complications sont fréquentes. Concernant les formes non chirurgicales, à la phase aiguë, l'écho et le Doppler cardiaque permettront d'étudier le devenir des végétations, en sachant qu'elles ont tendance à régresser ou se stabiliser si le traitement antibiotique est efficace. Classiquement, la végétation tend à diminuer de taille, mais son échogénicité augmente. La croissance de la végétation sous traitement médical ou l'apparition de nouvelles lésions doit faire reconsidérer le traitement en cours. L'échocardiographie permet en outre de détecter d'emblée les patients à haut risque présentant des végétations volumineuses, des localisations multiples, un abcès ou encore des dégâts valvulaires, en particulier au niveau aortique. Enfin, la confrontation des données cliniques et du retentissement hémodynamique permettra dans certains cas, insuffisance cardiaque, syndrome infectieux persistant, embolie systémique récidivante, abcès, anévrisme périvalvulaire, de proposer une chirurgie précoce. En conclusion, l'échodoppler cardiaque a pris une place prépondérante dans le domaine des endocardites infectieuses. Cet examen tire profit de la complémentarité de l'échographie transthoracique et de l'échographie transœsophagienne. Ces explorations sont aujourd'hui indispensables et d'une aide précieuse pour le diagnostic positif, la sélection des sujets à risque, le dépistage des complications et l'appréciation du retentissement hémodynamique. En intégrant toutes ces données, elle permet la décision à bon escient d'orientation vers la chirurgie précoce.